Bonjour Ina Bassiste. Bonjour Steve. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes correspondante à Paris du média israélien Cannes, également journaliste sur le site Al Monitor, spécialisé sur les questions moyen-orientales. Le chef de la CIA, William Burns, était au Qatar hier et selon le Washington Post, les discussions n'ont pas véritablement progressé en vue d'un accord qui permettrait la libération d'une partie des otages toujours retenus dans la bande de Gaza. Pourquoi ça coince, Ina Bassiste ? Oui, d'abord, il faut dire il y avait énormément de publications ces derniers jours, justement, sur l'avancée des négociations. Là, on voit qu'il n'y avait pas vraiment un percé, mais ça ne veut pas dire que les négociations sont terminées. Les négociations continuent. Il y avait justement une publication, il y a quelques minutes, je pense, de la part des autorités israéliennes, répondant à l'exigence de famille des otages pour savoir où on est. Et là, les autorités israéliennes disent, c'est vrai, il n'y avait pas eu un percé avec la visite de M. Burns à Qatar, mais il y a quand même un représentant du Mossad qui est toujours là-bas, qui est déjà depuis quelques jours à Doha. Il va y rester. Donc d'abord, on peut conclure que M. Burns s'est entretenu non seulement avec le Premier ministre qatari, mais probablement aussi avec la délégation israélienne, qu'il y a encore des contacts. Ça ne sera pas probablement pour ce week-end. Maintenant, vous avez demandé qu'est-ce qu'il coince. Donc là, il y a plusieurs choses. On a l'impression que, d'abord, il y a le format même. Et le format même de cet accord, ça sera un accord en 2 temps. Le premier temps, ça plus facile à conclure parce qu'il y avait déjà une volonté de la part de Hamas, a priori, de faire quelques concessions sur la présence d'Israël dans le nord de la bande de Gaza. Du nord, mais aussi dans le sud, sur le couloir de Philadelphie. Peut-être pas tout ce qu'Israël espère avoir, mais quand même une certaine flexibilité. Et c'est ce que le côté israélien dit, qu'ils ont vu, il y a une certaine flexibilité sur le sujet. On sait très bien que M. Netanyahu a mis ça comme une condition pour un accord. Maintenant, le Hamas, bien sûr, n'a pas renoncé à sa condition principale, qu'il y aura dans le deuxième temps, il y aura un retrait complet, un arrêt complet de combat. Ça, c'est encore une partie très difficile. Pour cette première partie de l'accord, il y a aussi 2 autres points qui sont très compliqués. Oui. Et on dirait que c'est là, finalement, que ça coince juste pour lancer cet accord, même si on ne sait pas si on va arriver à la deuxième partie. Ça, c'est d'un côté le nombre et l'identité des otages israéliens qui sont libérés. C'est toujours aussi flou, ça a été la semaine dernière encore. C'est toujours aussi flou. Les Israéliens disent maintenant qu'on a l'impression, en tout cas, qu'il y a encore 50 otages en vie, mais qui sera libérés. Donc, d'abord les femmes, d'abord les personnes blessées. Israël aimerait aussi voir certains soldats israéliens libérés à cette première partie. Côté palestinien, plutôt des femmes côté Hamas. Sans distinction de genre parmi les soldats? Est-ce que ça a été précisé? Israël aimerait aussi voir des hommes soldats libérés. Donc ça, on va voir si Israël arrive à voir cette demande. Ça serait un symbole particulièrement fort de voir aussi des soldats sortir? Disons, ce n'est pas tellement, je pense, la question des soldats, c'est plutôt la crainte des familles qui était exprimée ces derniers jours, parce qu'on se souvient très bien ce qui s'est passé en novembre. Donc, il y avait plusieurs étapes, il y avait plusieurs otages qui étaient libérés, mais à un certain moment, ça s'est arrêté et pas tous les otages qui étaient prévus de sortir ont sorti. Là, les familles des otages, ils craignent un scénario plus ou moins pareil. Il y aura cette première phase avec les femmes, peut-être aussi les femmes soldats qui sont libérées, et on va s'arrêter à cette première phase. Il n'y aura pas la deuxième phase. Donc, si vraiment Israël arrive à voir dans la première phase aussi des soldats hommes, des jeunes hommes, ça sera peut-être calmer un tout petit peu les craintes des familles des otages, encore à voir. Il y a de l'autre côté, bien sûr, aussi la demande de Hamas de libérer à cette première phase, plusieurs terroristes qui sont emprisonnés en Israël, qui servent de peines très lourdes parce qu'ils ont commis des actes extrêmement lourds, des assassinats de ces Israéliens. Là aussi, c'est une demande qui est très difficile pour l'Israël à accepter. Alors, selon un membre de la délégation américaine présent à Doha, la discussion vise, je cite, à préparer le terrain pour l'administration Trump. Est-ce que ça veut dire qu'il ne se passera rien, formellement, en tout cas un accord d'ici au 20 janvier, soit le jour de l'investiture du nouveau président américain élu?
Non, au contraire, je pense justement qu'il y a une volonté d'avoir un accord avant l'investiture pour que l'administration Trump pourra justement passer à l'étape prochaine. Quelle est l'étape prochaine? C'est essayer d'avoir un accord de normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite. Il n'y aura pas un tel accord avant qu'il y aura un accord sur Gaza. C'est une condition substantielle pour des avancées sur ce dossier israélo-saoudien. Il faut absolument au moins obtenir un cessez-le-feu temporaire, voire plus pérenne pour discuter plus longuement avec les Saoudiens. Oui, forcément. Je pense que les Saoudiens ne vont pas avancer sans qu'il y aura quelque chose, une certaine avancée sur les sujets de Gaza. Et bien sûr, les Saoudiens, ils exigent aussi qu'il y aura au moins une vision, une perspective pour des discussions sur un État palestinien. Donc ça, c'est les deux conditions de la part des Saoudiens pour entamer des discussions. On va voir si le gouvernement Netanyahou va marcher avec. Et Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain qui s'est exprimé hier sur le site Bloomberg, a expliqué qu'il n'y aurait pas d'accord de normalisation avant le terme du mandat de Joe Biden. Anthony Blinken s'est également exprimé sur un autre point, sur la question du Hamas très précisément. Il explique que le Hamas a tout intérêt désormais à accepter cette offre sans tarder. Est-ce que l'évaluation générale côté américain mais aussi côté israélien est que le Hamas est dans une telle position de fragilité que ses dirigeants finiront par céder sur la plupart des points? Je ne sais pas s'ils vont céder sur les deux points, mais forcément, on a le sentiment qu'il y a une certaine fenêtre d'opportunité, que Hamas est extrêmement affaibli d'un côté. Le fait est aussi qu'il y a un accord maintenant avec le Hezbollah. Ça aussi, ça met la pression sur Hamas justement d'arriver à un accord. Donc, dans cette fenêtre d'opportunité et avant le 20 janvier, tout le monde, tous les partis médiateurs mettent la pression justement sur le Hamas pour arriver à un accord. Rina Bassis, il y a également des discussions en ce moment entre les Américains et les responsables du HTC, le groupe rebelle qui mène la coalition de rebelles qui a fait tomber il y a une dizaine de jours maintenant le régime de Bachar el-Assad en Syrie. La responsable du département Moyen-Orient au département d'État, Barbara Leaf, est à Damas aujourd'hui pour y rencontrer Abou Shara, alias le chef des HTC, Abou Mohamed al-Joulani. Comment voit-on cela à Jérusalem? Est-ce qu'on considère qu'il faut engager des discussions assez profondes avec le nouveau pouvoir syrien, y compris en passant par les Américains? Ça, c'est une question très intéressante parce que justement, même ce matin, il y avait encore de déclarations de la part de Joulani, de Ahmed el-Shara, disons que... Israël n'avait plus de raison d'opérer... Exactement, ça c'est une déclaration qu'il a fait hier ou avant-hier, mais aujourd'hui il a fait encore une déclaration comme si la Syrie est prête à accepter, à continuer justement avec cet accord de 1974, avec cette zone tampon entre Israël et la Syrie. Et finalement, c'est ce qu'Israël cherche. Israël cherche une frontière calme. Si c'est avec Bachar el-Assad, si c'est avec les HTS, Israël cherche une frontière calme. Si le nouveau gouvernement en Syrie peut assurer cela, c'est quelque chose qu'Israël peut accepter, même peut-être discuter avec cette groupe, peut-être pas dans les médias, peut-être à travers les Américains. Mais bien sûr, Israël, dès le début, a toujours dit que sa présence en Syrie sera temporaire. Maintenant, qu'est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est une question de semaines? Est-ce que c'est une question de mois? Il y avait des publications cette semaine comme si Israël prévoit 1 an pour rester dans cette zone tampon et sur le Hermon syrien pour être sûr vraiment que le gouvernement intérim, ou ce qu'il y aura en place de ce gouvernement intérim est vraiment sincère. Mais en tout cas, il y a ce principe comme si la présence israélienne est temporaire. Est-ce qu'on s'inquiète également des ambitions de la Turquie en Syrie, dont le président Erdogan a une nouvelle fois mis en garde Washington sur le comportement israélien en Syrie? Oui, il y a des analystes israéliens qui disent on va encore songer à l'époque d'Assad parce qu'au lieu d'avoir Bachar el-Assad, maintenant on aura Erdogan sur notre frontière. Physiquement, c'est presque comme si jamais la Turquie décide d'envahir, d'entrer sur le sol syrien, on aura presque une frontière avec la Turquie. Et ça, c'est quelque chose que Jérusalem n'est pas du tout confortable avec. On a bien vu cette période très courte de
voilà, très bonne période qu'il y avait entre Israël et la Turquie jusqu'au 7 octobre, c'est terminé. On ne va pas y retourner. Depuis, les relations sont extrêmement dures. Erdogan ne cesse pas d'accuser Israël de toutes sortes de choses. Il a continué cette semaine à accuser Israël comme si Israël veut envahir la Syrie. Donc, de son côté, les intentions ne sont pas bonnes. Donc, si vraiment on arrive à une telle situation où la Turquie devient comme un patron de l'État syrien, comme si la Syrie devienne une sorte de protectorat de la Turquie, ça c'est quelque chose avec laquelle Israël, ça sera très difficile à vivre. Rina Bassi, je voudrais qu'on termine avec le dossier yéménite après les bombardements d'Israël sur des infrastructures portuaires dans le pays contre la milice chiite Houthi. L'ancien chef sortant du Hamas, du renseignement militaire, Tamir Heyman, considère qu'il faut aller plus loin, que les Israéliens doivent aller plus loin contre les milices, non seulement par les airs, mais aussi peut-être en menant des opérations ciblées contre des responsables de la milice, comme ça a pu être fait au Liban ou évidemment dans la bande de Gaza. Est-ce que c'est véritablement une option qui est aujourd'hui étudiée par les Israéliens? Je ne suis pas tout à fait sûre que l'option est pour l'instant sur la table, parce que j'ai l'impression qu'on a tellement de dossiers. Et là, il y avait quand même une opération qui a pris plusieurs mois à préparer. Ce n'était pas quelque chose qui était fait comme ça. Il faut rappeler que c'est à 2000 km du territoire israélien. Exactement. Donc, c'est quelque chose qu'il faut préparer longtemps en avance, qui exige beaucoup de moyens technologiques, militaires, et ces genres de choses. Donc, je ne suis pas tout à fait sûre qu'Israël est prêt à aller plus loin. Avoir dit ça, je pense que ce que Tamir Heyman dit et d'autres aussi spécialistes des renseignements disent, c'est que le Yémen, ce n'est pas l'Iran et ce n'est pas Hezbollah. C'est quand même un État faillite, un État extrêmement pauvre. On ne peut pas utiliser des sanctions, par exemple, comme on utilise contre l'Iran. Ils ont perdu énormément de personnes, donc s'ils sont très aguerris à la guerre, on dirait que ça leur fait ni chaud ni froid de perdre encore et encore ni de leurs propres guerriers, ni de la population civile. Donc il y a très peu de moyens en fait pour mettre la pression sur les Houthis. Et même si cette opération était extrêmement réussie, grâce à Dieu, tous les pilotes israéliens ils sont retournés sains et saufs. Et même s'il y avait énormément de dégâts qui étaient causés à l'infrastructure Houthi au Yémen, ça ne va pas arrêter les Houthis d'attaquer Israël. C'est là le cœur du problème. Merci beaucoup, Rina Bassi, d'avoir été avec nous en direct sur Radio J dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes la correspondante à Paris du média israélien Cannes et qu'on peut également vous lire sur le site Al Monitor. On peut retrouver cet entretien sur radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Shabbat Shalom et à très bientôt. Merci, Shabbat Shalom.